Je voudrais remercier tous les intervenants. Je les remercie d'avoir respecté leur temps de parole. Ceci dit, nous avons près d'une heure de retard. Alors, il faudrait que quelqu'un me conseille et me dise de combien de temps nous disposons pour le débat. Parce que ces interventions étaient toutes très intéressantes et il faut voir également quand nous aurons le temps de prendre un déjeuner. Nous disposerons de 20 minutes de temps. 20 minutes pour le débat au lieu des 50 prévus initialement. Très bien. J'aimerais voir qui souhaite intervenir. Merci, professeur Ray. Merci à tous les intervenants pour leurs exposés. J'ai quelques commentaires rapides à faire. Commentaires à ajouter aux idées très intéressantes que vous avez évoquées. Premier point, lorsque nous discutons du rôle de la foi face à ces défis contemporains, la docteure Hosna a décrit de façon très intéressante tous les efforts que l'on fait en ce moment, mais ce dont nous avons besoin, sans doute, c'est que ceux qui essaient de promouvoir la foi dans les divers agendas, eh bien, devraient tenir compte du rôle de la finance islamique et du système bancaire islamique, parce que le système bancaire musulman, le mouvement halal, sont beaucoup plus proches des consommateurs que les acteurs de la société civile, selon toute probabilité. Plus ces mouvements se rapprochent de l'éthique et de la protection de l'environnement, et plus cela devient des mouvements verts, plus nous réussissons à nous acheminer vers une solution des problèmes. C'est une manière de voir les choses. Ensuite, la foi, et les foi diverses. Toutes les foi n'ont pas la même position sur un environnement vert et sur la dégradation de l'environnement. Il y a certains groupes de foi qui ne considèrent pas qu'il soit bénéfique de faire quoi que ce soit pour réduire la dégradation qui se produit en ce moment, en raison de leurs convictions. Et deuxième chose, pour ce qui est de la gouvernance globale en faveur de l'environnement, d'un développement durable, etc., nous constatons aujourd'hui qu'il y a une multiplicité de cadres globaux. Quand on évoque l'environnement et de l'impact du changement climatique, eh bien, nous constatons que cela concerne de nombreux acteurs. Et dans l'agenda global, nous constatons une fragmentation et que cette fragmentation affecte les États, la société civile, etc., etc. Et parfois, il y a concurrence entre les agendas des uns et des autres. Dernier point, et c'est sans doute très important, les conflits et l'impact des conflits sur la dégradation de l'environnement et l'impact également sur le déplacement des personnes, les migrations, etc., qui affectent la croissance et qui affectent la création d'un environnement meilleur en raison de la militarisation de beaucoup de conflits que nous avons constatés, en particulier dans cette région-ci. Région qui est en grande difficulté à cause de ces conflits. Tant que ces conflits ne seront pas résolus, et il est possible de les résoudre, tant qu'ils ne seront pas résolus, nous aurons des possibilités moindres de progresser au niveau de notre classification dans la protection de l'environnement. Merci. Bon, je m'appelle Soleiman et ma question s'adresse à Inga. Je souhaiterais que vous m'en disiez un peu plus sur votre interview
qui étaient les musulmans auxquels vous avez parlé? Les musulmans des pays scandinaves sont sans doute le groupe le plus conscient de l'environnement en raison des lois et réglementations qui existent dans les pays nordiques. Et ce sont des personnes qui souhaiteraient non pas simplement se lancer dans des activités de plein air, mais ils souhaitent également promouvoir la permaculture qui est très à la mode dans le monde occidental. Alors, je voudrais savoir si vous avez rencontré des personnes qui font de la permaculture et de l'agriculture. Est-ce que les nombres sont significatifs dans notre région du monde, dans nos régions du monde, parce que dans la plupart des pays du monde, cela n'est pas une priorité. Et alors, je dois vous dire que j'ai moi-même une recherche en cours sur les imams et sur les hommes de foi dans ce domaine. Merci. D'autres questions? Non, pas pour l'instant. Alors, je m'adresse au panel. J'ai loupé quelqu'un? Ah, voilà. Je remercie les intervenants pour les idées très lumineuses qu'ils nous ont présentées. Il s'agissait de réaliser une sécurité environnementale. Mais j'ai quelques questions aux intervenants maintenant. Je m'adresse à la docteure Hosna Ahmed qui dit qu'elle constate chez les musulmans et du côté de la justice musulmane une fermeture aux grandes questions qui permettrait de résoudre les problèmes environnementaux. Il devrait y avoir une participation qui se situe à un niveau très bas à l'heure actuelle et qui devrait se situer à un niveau plus élevé s'agissant de créer une mentalité sur la position islamique au niveau mondial. Il s'agirait de donner utiliser les meilleurs moyens de créer une mentalité mondiale fondée sur des valeurs islamiques. Ensuite, si nous essayons d'analyser donc ce qui se passe, est-ce que vous ne pensez pas qu'il devrait revenir aux guerres de religion? Et puis, nous avons Roger Garaudy, nous avons ce qu'il disait sur Israël, et il dirait que le problème, ce ne sont pas les textes religieux, c'est la façon dont on les interprète. Alors, en fait, notre objectif, c'est de tenter d'entrer dans la profondeur des significations. Il y a des significations qui ont été dévoyées et en fait, les fondements même de l'attitude israélienne se fondaient sur certains textes et on devrait maintenant approfondir le sens des textes pour arriver à leur signification profonde. Quant à la professeure Inga Hermelin, que peut-on faire pour construire une personnalité qui aille vers le changement? Si le changement est la base et si le changement réel est la base, comment créer la personnalité qui va dans ce sens? Nous pouvons voir que si l'on change donc les fondements même de la personnalité, l'objectif, ce doit être de construire une génération entière qui serait en harmonie avec ce que vous évoquiez. Ensuite, une dernière observation. Vous avez présenté une vision globale des violations de l'environnement, une violation de l'environnement dont est victime l'Afrique, et je souhaiterais que les fondements que vous avez mentionnés tout à l'heure soient à la base de tout et que l'on puisse avoir un passage de l'analyse à donc l'adoption de critères. Merci.
J'aimerais donner au panel la chance d'intervenir. Alors, nous allons procéder dans l'ordre pour essayer de répondre aux questions, aux commentaires qui ont été faits sur vos interventions. Merci, professeur Radouane, pour la question très importante. La problématique de l'environnement est une problématique profonde et mondiale. Cela ne concerne pas un seul pays. Au mois de juin, il y a eu l'adoption d'un rapport sur l'État qui a échoué et on a évoqué les éléments de l'échec des pays. Ils n'ont pas présenté de programme intégré et, entre autres, ils n'ont pas fait cela dans le domaine de la sécurité environnementale. L'étude, dans ses conclusions, dit que l'on ne peut pas parler de consensus au niveau de l'environnement puisqu'il y a des différences d'intérêts commerciaux, politiques, etc. Et les possibilités de réussite d'un débat international là-dessus avaient peu de chances d'aboutir. Vous savez que le continent africain était un continent soumis au colonialisme et nous avons maintenant des accords passés avec les divers pays anciennement coloniaux. Alors, ensuite, il faut voir, et c'est un autre problème, la composition des délégations au plan international. Il faut voir la responsabilité sociale des institutions et la responsabilité morale vis-à-vis des sociétés post-coloniales, comme on les appelle, entre guillemets. Les pays post-coloniaux se sont libérés dans l'histoire, certes, mais au plan économique, ils sont toujours dépendants au niveau de la connaissance et de leur économie également. Troisième point, le problème de l'environnement dépasse les pays. Et donc, il n'y a pas de solution individuelle possible. Et la plupart des accords, souvent, ces conférences sont des conférences de relations publiques plus que des conférences qui sont contraignantes pour ceux qui assistent. Alors, il faut penser au niveau mondial et il ne faut pas agir localement. Nous devons maintenant profiter de ce que font les grands pays pour protéger l'environnement. Nous devons également protéger notre environnement, notre nature dans les pays africains, arabes et musulmans. Nous devons voir que dans le monde arabe et musulman, il y a une différence entre la protection et le soutien réel. Al-Riaya, c'est la conservation de l'environnement, qu'il y ait renouvellement ou non, mais l'environnement est une entité qui a également un aspect social et cela doit être protégé tout d'ailleurs comme notre environnement physique et la nature en général. Il y a eu 2 questions qui m'étaient adressées. Alors d'abord, qui étaient les personnes que j'ai interviewées? Alors je dois dire que je regrette que j'aurais aimé avoir plus de personnes dans le monde en voie de développement qui auraient eu des initiatives semblables à la mienne. Quand on commence quelque chose comme ce que j'ai fait, on dispose de ressources financières. J'ai eu des interviewés d'Égypte, d'Australie, des États-Unis, d'Éthiopie, de Suède, des Pays-Bas et du Royaume-Uni. Et la majorité était donc des Occidentaux, entre guillemets. Et la plupart d'entre eux étaient des convertis à l'islam. Je ne sais donc pas si cela est normal, mais d'habitude, en fait, quand on est musulman converti, on est plus actif pour l'environnement, m'a-t-il semblé. Je pense qu'il est toujours bon que je me sois concentré sur les Occidentaux, puisque ce sont les Occidentaux qui sont confrontés aux plus grands changements. C'est nous qui devons apprendre à vivre de façon plus simple.
est inutile de nous adresser à un agriculteur qui n'a pas encore détruit son environnement comme nous l'avons déjà fait. C'est nous qui nous sommes confrontés donc au plus grand changement. Et puis ensuite, il y avait l'autre question. Comment mettre en place ou construire ce type de personnalité qui fait ce qu'elle dit? C'est un grand thème que celui-là. Cette question s'adresse davantage aux spécialistes en questions religieuses qui se penchent sur la question de savoir comment amener les gens à faire ce qu'ils disent. Alors, quand on est musulman et quand on lit le Coran, on devrait d'abord comprendre le sens du Coran. Et il faudrait également voir que chaque verset que l'on lit et que l'on apprend, on devrait l'appliquer. Nous ne le faisons pas encore aujourd'hui. Si nous mettions cela en pratique, nous n'aurions pas de problème d'environnement. Et je pense également que oui, bien sûr, nous ne devrions pas nous limiter aux communautés musulmanes. Les experts en environnement ne sont pas dans la communauté musulmane. Nous avons le mouvement de permaculture, nous avons le mouvement de restauration des écosystèmes. Nous avons beaucoup d'autres qui travaillent à la question de savoir, sur la question de savoir comment lancer une économie alternative, des monnaies alternatives. Tout cela ne se fait pas dans les communautés musulmanes, mais nous devons en fait nous acheminer vers cela et faire notre travail. Merci de cette question. Quand on parle de la question de la signification, eh bien là, il faut distinguer entre la signification dans la théologie chrétienne, hébraïque et islamique. Du point de vue de la théologie chrétienne et juive, eh bien, ce sont des significations qui n'ont pas besoin d'herméneutique, d'interprétation. Alors, dans les textes de l'Ancien comme du Nouveau Testament, on parle de façon claire de meurtre, et d'assassinat. D'ailleurs, quand on voit comment les expéditions de Christophe Colomb ont agi, comment ils ont remplacé la population amérindienne à tel point qu'il n'en reste plus qu'1 million aujourd'hui. Idem pour le christianisme nord-africain. Ils ont des représentations du Christ différentes de celles que l'on a dans le christianisme blanc, si l'on peut s'exprimer ainsi. Même dans les Védas hindouistes, on voit que pour pouvoir avoir une part d'éternité, il faut se sacrifier soi-même. Et aujourd'hui, quand on voit ce qui s'est passé en Afghanistan, en Irak, en Syrie, Rwanda, les génocides, les morts de masse, eh bien, on comprend qu'il y a un véritable schisme de signification entre les différents paradigmes. En fait, il y a une politique de division, de redistribution, une élaboration de nouvelles identités. Pourquoi on demande, par exemple, la création d'un nouveau Moyen-Orient? La question reste posée. Merci. Le microphone, s'il vous plaît, madame. Le microphone n'est pas branché. Oui, merci. Merci pour vos commentaires et pour vos questions. Les communautés de foi ou les leaders des diverses foi avec lesquels j'ai travaillé m'ont amené à constater que pour ce qui est de l'environnement, ils partagent nos valeurs, nos perspectives. Alors,
je dois dire que nous étions plus ou moins tous sur la même longueur d'onde. Il peut y avoir des différences dans la perspective des hindous et des sikhs. Les hindous ne mangent pas de viande et les sikhs ont leur façon de renoncer à l'utilisation du plastique. Ils ont quelque chose qui est différent dans l'utilisation de leurs ustensiles, etc. Quant au monde islamique et au système bancaire islamique et l'économie halal, entièrement d'accord avec vous. C'est un livre que j'ai rédigé en 2010. J'y parle de consommateurs et du fait que nous pouvons exercer des pressions sur les lignes aériennes, les hôtels et d'autres secteurs également pour promouvoir des politiques protégeant l'environnement. L'économie halal augmente tellement vite que c'est quelque chose sur quoi il faut concentrer notre attention. Suleiman, vous avez parlé d'interviewer les gens et de leur parler. Lorsque je me suis rendu aux premières réunions sur le changement climatique au Royaume-Uni, on y rencontrait essentiellement des femmes blanches de la classe moyenne. Dans le monde entier, on constate que la plupart des communautés n'ont pas suffisamment de temps pour assister à des réunions et pour parler d'environnement. La plupart des gens dans le monde essaient de gagner suffisamment d'argent pour nourrir leur famille. C'est donc quelque chose qu'il faut constater. Il n'y a pas suffisamment de musulmans qui participent à cela. J'étais l'une des fondatrices des musulmans pour l'action climatique au Royaume-Uni et Islamic Relief nous accueille en ce moment, Inga. Donc en termes d'activité, les gens n'ont pas le temps. Il y a maintenant de nouvelles communautés qui sont très jeunes. Quant au commentaire du docteur Redouane, est-ce que nous pouvons nous mettre d'accord sur le fait que nous ne sommes pas d'accord? Pourquoi est-ce que je serais en désaccord avec vous? Eh bien, parce qu'on voit les objectifs de développement du millénaire, on se rend compte que beaucoup de ces objectifs n'ont pas été réalisés. Il y a les objectifs de développement durable 2015 à 2030. Nous constatons à ce niveau-là que les gouvernements et les personnes dans les organismes internationaux se rendent compte de l'importance des communautés de foi. J'ai parlé dans une optique de communauté de foi, pas simplement la communauté islamique. Et ce livre ici, cet opuscule parle de l'islam et de l'eau, par exemple. Ici, nous avons la description de la situation d'une réfugiée syrienne et de ses problèmes en matière d'approvisionnement d'eau, etc. C'est une recherche que nous avons faite. Ce qui est important pour moi, c'est d'essayer de changer les habitudes des gens en leur donnant les connaissances qu'il faut dans une perspective islamique. Parce que les communautés musulmanes, eh bien, nous constatons qu'elles s'occupent de rituels, elles jeûnent, elles font la prière, etc. Quant à avoir un mode de vie musulman et quant à la compréhension de ce qu'il faut faire quand on est sur le terrain des réalités, eh bien, on n'agit pas suffisamment. Les connaissances qu'il faut pour cela ne sont simplement pas là. Il faut simplement faire comprendre aux gens ce que dit l'islam. Et il faut leur donner également des preuves scientifiques pour agir. Par exemple, l'agriculture islamique devrait être une agriculture conservatrice en lien avec la théologie. On peut dire qu'il y a eu une révolution islamique de l'agriculture. Il y avait un programme d'agriculture ici au Qatar. Et j'ai tiré beaucoup d'informations de ce projet. Il s'agit de voir ce que les agriculteurs disaient dans le cadre d'une agriculture de conservation. Ce que nous essayons de faire, c'est essayer d'aider les gens à changer d'habitude, de sorte à acquérir des habitudes bonnes, bénéfiques,
plus respectueuse de l'environnement et utile pour résoudre leurs problèmes. Quand on a une vision globale et pas une vision nationale, une vision individuelle, il faut commencer d'abord par changer les individus, certes, au niveau des communautés, au niveau de leurs actions. Cela aura un impact national par la suite, etc. On peut avoir une politique au niveau le plus élevé, des politiques, etc. Mais il faut des gens sur le terrain qui promeuvent le changement. Il faut des activistes, comme l'a dit Inga. Plus les gens s'activent, plus ils trouvent que ce qu'il faut faire au fond est relativement facile, plus l'impact sera grand. Il faut donc essayer vraiment de changer nos habitudes. Merci. Merci, merci. Notre temps est épuisé. Merci de votre patience. La matinée a été longue. Je vous remercie d'avoir été si concentrés. J'aimerais remercier notre panel. Et je vous suggère évidemment de contacter les membres du panel pour des questions que vous auriez encore. Ces personnes y répondront bien volontiers. Alors, le déjeuner est juste en face de la salle. Merci.